La bière en Gaspésie connaît présentement une explosion de popularité de par l'apparition de microbrasseries un peu partout sur le territoire. Longtemps réservé aux grands brasseurs et aux joueurs internationaux, le marché de la bière au Québec a maintenant une relève bien établie qui se distingue par des produits de qualité. Mais avant de se lancer, il a bien fallu apprendre comment brasser une bonne bière. Et ça relève de biologie et de chimie, et c'est ce qu'on va tenter de démystifier ensemble aujourd'hui. On se trouve actuellement au Naufrageur à Carleton-sur-Mer où on part à la rencontre de Philippe Gauthier, cofondateur de la microbrasserie. Grâce à une tonne de livres, une courte formation et beaucoup de détermination, Philippe a appris les rudiments du brassage de bière en 2007 pour lancer le projet l'année suivante avec ses partenaires. On le rencontre aujourd'hui aux côtés de Joël Leblanc, qui est un passionné de la bière et communicateur scientifique. Le Naufrageur, c'est une microbrasserie qui se distingue beaucoup par son approche biologique et locale. Donc, on est très centré sur la valeur, la qualité des ingrédients et les gens qui préparent les ingrédients. Bonjour vous deux. Hey, salut Joël! Ça roule? Oui, enchanté Joël. Enchanté aussi. Tu es un ami de la famille du Naufrageur et Oui. un communicateur scientifique aussi. Oui. Qu'est-ce qui te fascine dans la fabrication de la bière? La fabrication de la bière, c'est plusieurs étapes, c'est un long processus et tout le long de ce processus-là, il y a plein de petits endroits où la science entre en jeu. Et toi, tu vas nous aider à comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue chimique, biologique, tout ça. Est-ce qu'on va faire la tournée de la brasserie? Absolument! Cool. Allons-y! Merci. On cultive les grains et le houblon dans les champs. Les grains sont généralement de l'orge, du blé et de l'avoine. Après ça, le grain, lui, va se faire malter. Mais les malteries vont le faire germer dans des grandes piscines. La germination va apporter les enzymes qui sont essentielles à découper les chaînes d'amidon contenues dans le grain qui sont très complexes. L'étape qu'on appelle le maltage, c'est de prendre cette céréale-là, de la mettre dans des conditions où on lui fournit un peu de chaleur et surtout un peu d'humidité. Alors là, la céréale, c'est une graine, elle va germer. À l'intérieur de la graine, à l'intérieur du grain d'orge, pour imager, j'ai apporté ça ici. Vous connaissez peut-être ces bonbons de notre enfance. C'est une espèce de longue chaîne de bonbons. Ça ressemble un peu au niveau microscopique et même plus petit que ça, au niveau moléculaire, ce qu'on appelle de l'amidon. OK. L'amidon, c'est une longue chaîne moléculaire constituée de plusieurs molécules plus simples qu'on appelle du glucose. Le problème, c'est que les levures, éventuellement, à qui on veut donner du sucre, on veut donner de la nourriture pour qu'elles produisent de l'alcool, elles ne peuvent pas manger, elles ne peuvent pas digérer ça. Elles peuvent juste digérer les petits morceaux pris séparément. Alors, il faut prédigérer l'amidon pour les levures. L'étape du maltage sert à ça. Lorsqu'on fait germer la graine, lorsqu'on fait germer l'orge, ce qui se passe à l'intérieur au niveau moléculaire, c'est qu'on active dans la graine ce qu'on appelle des enzymes. Des petites molécules. Et ces enzymes-là vont aller découper les longues chaînes d'amidon en fragments plus courts, comme ça. Et qu'est-ce que ça donne au final? On a ici de l'orge maltée cette fois-ci, qui a subi l'étape du maltage. Donc, on perçoit une saveur sucrée. Bien, ce que ta langue en ce moment perçoit comme sucré, bien, c'est ces petites molécules-là qu'elle est capable de détecter maintenant. Et c'est parfait pour les levures à qui on va fournir du sucre. Là, elles vont être capables de digérer ça, des plus petits segments, et de faire de l'alcool à partir de ça. Parce que le but, c'est d'extraire ce sucre-là. On veut un liquide sucré, on ne veut pas des céréales sucrées. Parce que les fameuses enzymes, il y en existe plusieurs versions. Et si on a un empâtage à température très élevée, on va activer l'enzyme bleue qui, elle, sa spécificité, c'est de couper. C'est un peu une artiste. Elle va couper un peu n'importe où. Des fois, elle fait des brins qui sont de 3 fizz. Des fois, il y en a un de 5 fizz comme ça. Donc, elle va un peu au hasard.
Alors que si on empâte à une température plus basse, dans les 50 degrés, on va réveiller l'enzyme verte, qui, elle, est beaucoup plus mathématique, est beaucoup plus comptable. Elle compte 2 fizz, elle coupe. 2 fizz, elle coupe. En fait, faire de la bière, c'est pas difficile. Refaire toujours la même bière, ça, c'est plus difficile. La constance. La constance, parce qu'on joue avec du vivant, on joue avec des levures qui ont leurs petits caprices, puis qui peuvent changer selon la température ou l'acidité du milieu. Une fois que le maltage est fait, première étape du brassage, c'est que tu vas concasser ton grain pour être capable de soutirer le sucre, l'amidon qu'il y a dedans. Généralement, quand tu fais une bière, tu utilises à peu près toujours la même base de grain, qui est un grain pâle, qui lui fournit une base de sucre. Après ça, tu peux choisir de laisser du sucre résiduel ou de compléter avec des grains de spécialité, des grains noirs, des grains torréfiés, des grains caramélisés, qui eux vont donner du goût et de la couleur à ta bière, selon que tu fasses une noire ou une rousse. La bière, c'est généralement de l'orge. Donc, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est de l'orge maltée. Je ne sais pas si on le voit, mais on voit de temps en temps, on voit les petits germes. Tu envoies ça dans une cuve matière, qu'on appelle. Là, tu fais une genre d'infusion. Donc, tu fais tremper ton grain pendant 1 heure de temps à certaines températures. Qui vont favoriser ou pas les enzymes, donc qui vont soit convertir tous les sucres en sucre plus simple ou une partie des sucres en sucre plus simple. L'endroit où le grain atterrit et où il est mélangé avec l'eau, c'est la cuve d'empâtage ou la cuve matière. Donc, c'est vraiment l'endroit où l'infusion se fait, où on va créer le liquide sucré qui plus tard va devenir de la bière. Là, tu fais bouillir ta bière, qui, elle, est l'étape où tu vas stériliser ton mou, ce qu'on appelle le liquide sucré que tu as extrait du grain, et où tu vas aromatiser la bière. Le houblon est l'aromate principal qui s'est imposé au fil du temps dans la bière. On va commencer à transférer la bière vers la bouilloire. Puis après ça, on va rincer notre grain avec une deuxième moitié d'eau. Donc, on va soutirer le liquide le plus sucré, puis après ça, on va rincer le grain pour s'assurer d'aller chercher tout le sucre qu'il y a dans notre grain. Quand on veut de l'alcool, on donne du sucre à des levures. Qu'est-ce que c'est une levure? C'est un petit organisme microscopique, une petite cellule dans la grande famille des champignons. Puis elle, son but dans la vie, c'est pas de produire de l'alcool, son but c'est de survivre. Puis quand on lui donne du sucre, elle mange ce sucre-là. Et ce qui nous intéresse, l'alcool, c'est ses déchets. Elle, en mangeant du sucre, elle génère du CO2, puis de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool. Puis après ça, tu vas refroidir ton mou très rapidement. Tu vas lui injecter sa levure. Puis là, la levure, elle, pendant un certain nombre de jours, va transformer tout le sucre en alcool ou une partie des sucres en alcool. Après ça, tu vas refroidir ta bière, tu vas la maturer, puis là, elle va être prête à être filtrée et embouteillée par la suite. Joël, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi la bière fait autant de mousse? La bière, c'est surtout de l'eau. On lui injecte vers la fin du processus, on met ça dans un baril, puis on envoie du CO2. Et ce qui est intéressant, c'est que le CO2, c'est soluble dans l'eau, ça peut se dissoudre. Quand on décapsule une bière, on permet à ce CO2-là de ressortir. Une molécule d'eau, ça a l'air de ça. Un atome d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, H2O. Lorsque deux molécules d'eau se rencontrent, c'est un peu comme des aimants. Le pôle négatif de l'une va être attiré par le pôle positif d'une autre et c'est léger, c'est subtil, mais il y a une petite attirance comme ça. Il y a des milliards de molécules d'eau qui se tiennent légèrement les unes les autres. Pour revenir au CO2 qui essaye de faire des bulles là-dedans, il faut qu'il essaie de faire son chemin, il faut qu'il sépare les molécules d'eau les unes des autres. C'est pour ça que quand on débouche une bière, la plupart du temps, elle ne va pas se dégazer instantanément. Le CO2 ne sort pas, il y a de la misère à sortir. Il peut juste sortir une petite bulle à la fois à cause de la résistance de l'eau. C'est pour ça que les bulles d'eau se forment toujours, les bulles de CO2 se forment toujours à la surface du verre. Parce que le CO2, il peut pousser des molécules d'eau d'un côté, mais il n'y a pas à s'occuper de derrière lui. Il est plaqué contre le mur, puis il est capable de se faire un espace. Pourquoi maintenant ça fait un col de mousse qui persiste? Dans une bière, il y a des protéines. Puis les protéines,
C'est des espèces de grands filaments moléculaires. Ça ressemble à des spaghettis trop cuits, c'est bien mou. Puis, à mesure qu'une bulle monte là-dedans, bien, elle rencontre ces protéines-là et là, elle va se retrouver avec plein de petites protéines qui vont former une espèce une accumulation. La mousse persistante, elle persiste parce que les protéines sont là puis se retiennent un peu les unes les autres et forment une espèce de petit réseau tridimensionnel, comme une éponge qui retient un peu l'eau, qui retient un peu le gaz. Puis, on va s'amuser à essayer de faire dégazer la bouteille rapidement pour faire sortir tout le CO2. Et ici, j'ai des morceaux de mentos que j'ai découpés. En fait, je les coupe juste pour qu'ils rentrent dans le goulot de la bouteille tantôt. Mais la surface du mentos, si on la regardait au microscope, il y a plein de petits trous, un peu comme une balle de golf, avec les petits creux. Il y en a, mais c'est moléculaire, c'est des minuscules trous. Les bulles vont se former à une vitesse folle dans ces petits trous-là. On va dégazer le CO2 rapidement. Capsule bière. Je viens d'enlever la chape de plomb. Déjà, on voit des bulles qui commencent à monter. Je vais juste les tirer un peu comme ça. OK, mets-moi tout ça là-dedans. Je vais mettre mon ballon comme ça sur le goulot. Alors, quand je vais relever la balloune, les mentos vont tomber dans la bière et le dégazage va se faire très rapidement. Alors, 1, 2, 3. C'est parti. Je vais le tenir comme il faut. On voit bien le ballon qui se gonfle. Donc, le CO2 qui est dans la bière, et je ne sais pas si on peut voir, on voit dans le fond ici, on voit carrément les bulles qui se forment à la surface des bonbons. Donc, je force la bière à se dégazer rapidement. Tout ça de bière dans la ballon. Ça va redescendre. On voit que le volume de CO2 est presque aussi gros que le volume de bière lui-même. Donc, il y avait ça d'enfermer dans le liquide, d'insérer un peu partout entre les molécules d'eau. Tu es beaucoup plus efficace sur un gros système que sur un petit système. Tu contrôles beaucoup mieux tes paramètres, tout est mieux équipé. Donc, tu fais de la meilleure bière sur un gros système. Tu traites bien tes levures. Du début jusqu'à la fin, ça va mieux sur un système qui est qui a tout ce qu'il faut pour bien travailler. On brassait souvent 2 fois par jour, ça faisait des longues journées de travail, etc., etc. Ça fait qu'à un moment donné, on s'est dit, on va grossir le système, ça va nous permettre d'avoir des plus grosses cuves, de faire plus de bière, mais aussi de brasser moins souvent. Christelle, ma partenaire depuis le début, est une chimiste de formation avec une maîtrise en transformation alimentaire. Ouais, on a toujours eu des gens en chimie, mais finalement, tu as le brasseur, tu as la personne qui aide là où les personnes qui vont aider, dépendamment de ta grosseur de production, le brasseur, tu as ton responsable d'embouteillage avec les personnes qui vont l'aider. Puis après ça, tu as la personne qui fait les tests en laboratoire de contrôle qualité. Ça répond à un gros besoin d'avoir un scientifique avec nous. Moi, les gars, j'aimerais vous entendre sur où s'arrête la science et où commence la création, la créativité. Phil pourra corriger, mais je pense que le côté artistique, créatif, joue plus au moment où on invente la nouvelle bière, où on crée ce nouveau style-là. Par la suite, la rigueur scientifique est plus importante si on veut une constante. Quand tu crées une bière, c'est vraiment tu visualises ce que tu as envie de boire ou de créer comme produit. Mais après ça, effectivement, la rigueur scientifique est de mise quand même au moment de la réalisation de la bière et ensuite dans sa répétition. J'ai l'impression que c'est quand on maîtrise justement l'aspect chimique, scientifique de la chose qu'on peut se permettre de s'amuser et de créer. On sait dans quel cadre jouer, dans quel terrain de jeu. Tu peux produire des bières qui sont moins chères à produire. Tu peux produire des bières qui sont plus rapides à sortir. Tu peux produire un paquet de bières, mais quand tu prends le temps de bien faire ce que tu fais, de bien choisir tes ingrédients, de bien choisir ton procédé, généralement, tu vas avoir une bonne bière. Donc, ça prend de l'amour. À la vôtre. Santé. Merci. On a passé une super belle journée au Naufrageur aujourd'hui avec notre duo d'amis qui nous a expliqué que brasser de la bière, c'est relativement simple, mais qu'il y a différentes étapes assez complexes qui font toute une différence dans le goût. Joël nous a bien vulgarisé à quel point les enzymes et le sucre jouent un rôle capital dans la fabrication de l'alcool. Et Philippe nous a partagé avec passion toute la technicalité derrière la fabrication de la bière, mais surtout à quel point c'est aussi une question de feeling, une question d'expérience, d'instinct, tout ça, et qu'on doit y injecter de l'amour. Bref, c'est curieux, ça m'a donné soif tout ça. À la vôtre!